Voilà, on va démarrer. Pour ceux qui sont en visio, bonjour à toutes et tous. Alors, je dois vous demander si on peut ajouter un point à l'ordre du jour en urgence, parce que suite à des modifications dans la composition d'un groupe et de facto d'un autre, la troisième présidence qui appartenait au CDH est perdue et part maintenant pour le MR. Je suis un peu embêté de devoir dire ça. Et comme on n'est que deux membres MR de la dite commission, votre serviteur et Madame Bertrand, il est donc proposé que Madame Bertrand occupe donc la troisième vice-présidence de cette commission non permanente. C'est parfait. Merci. La commission doit se prononcer. La commission doit se prononcer. Faisons-le maintenant. Maintenant. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cela? C'est ça, en fait, la question. Madame Bertrand. Monsieur le Président, je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi si cette troisième vice-présidence m'est accordée par les collègues et que j'essaierai de l'assumer au mieux. Eh bien, je vous félicite en tout cas par avance, Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, Madame la troisième vice-présidente. Et je propose dès lors de passer directement à la suite de l'ordre du jour, en démarrant par le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018. Nous devons, avant la discussion, désigner un rapporteur pour ce compte pour l'année 2018. Y a-t-il Monsieur Madran? Non. Monsieur Domez? Je souhaiterais proposer Monsieur Domnez. Voilà, Monsieur Domez, félicitations à vous. Et donc nous pouvons démarrer directement, si vous voulez, par les explications. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de faire dans un seul exposé à la fois le compte général pour l'année budgétaire 18, la proposition d'ajustement pour l'année budgétaire 2020 et la proposition de budget pour l'année budgétaire 2021. Alors, chers collègues, Monsieur le Président, chers collègues, au nom du Bureau, j'ai le plaisir de vous soumettre le compte général, la proposition d'ajustement et la proposition de budget. Alors, pour le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018, le résultat budgétaire de l'année 2018 est meilleur que prévu au budget, puisqu'il affiche un boni budgétaire de 1 884 214,65 €, soit 1 717 402,12 € pour le budget ordinaire, qui est le budget de fonctionnement, et plus 166 812,53 € pour le budget extraordinaire. Quand on parle de budget extraordinaire, c'est notamment budget pour la construction, la rénovation. Alors le résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2018 s'élevait à 36 365 235,16 €. La Cour des comptes a examiné le compte général 2018 du Parlement et lors de sa réunion du 18 novembre dernier, le Bureau a pris acte des remarques contenues dans le rapport de la Cour concernant les comptes 18 du Parlement ainsi que les différentes réponses que les services y ont apportées et a décidé d'ailleurs de joindre ces documents aux comptes soumis à votre commission. Vous trouverez également, Monsieur le Président, les notes explicatives et les tableaux détaillés concernant ce compte général dans les différents documents qui vous ont été fournis. Alors, en ce qui concerne la proposition d'ajustement du budget du Parlement pour l'année budgétaire 2020, j'ai le plaisir de vous annoncer que le résultat budgétaire total de l'année 2020 devrait, en conséquence, se clôturer sur un résultat de plus 154 772,86 €, soit un boni de 1 374 772,86 € pour le budget ordinaire et un déficit de 1 220 000 € pour le budget extraordinaire. Alors ça représente en fait un résultat meilleur que prévu d'un peu moins de 5 500 000 € et exactement 3 562 645,86 € pour l'ordinaire et 1 920 000 pour l'extraordinaire. L'année 2020, on le sait, ça a été une année difficile
avec cette pandémie. Elle a vu à la fois l'activité globale du Parlement freinée par les différentes contraintes sanitaires que l'on connaît, qui nous ont été imposées par la gestion de cette pandémie, et également des retards qui se sont manifestés forcément dans l'exécution des chantiers. Tous les travaux non réalisés sont repoussés à l'année 2021. En recettes, les plus-values sur les placements de trésorerie se sont avérées plus élevées que prévu suite à l'évolution des marchés financiers qui a été moins négative que ce qu'on avait imaginé au départ. Vous trouverez d'ailleurs la note explicative et tous les tableaux détaillés, Monsieur le Président, concernant cette proposition d'ajustement du budget du Parlement pour l'année 2020 dans les différents documents qui vous ont été transmis. Venons-en maintenant à la proposition de budget du Parlement pour l'année budgétaire 2021. Alors, il est proposé de fixer les crédits du budget définitif 2021 de la manière suivante. Au niveau de l'ordinaire, des recettes ordinaires. Alors, sont principalement, vous le savez, les recettes ordinaires sont constituées des recettes courantes pour un montant total de 52 666 678 €, principalement la dotation ordinaire. Pour la dotation ordinaire, un montant de 50 510 000 € a été retenu, soit la dotation de 2020 plus une augmentation de 2%, plus un complément pour financer le coût du service du médiateur et les initiatives de participation citoyenne. L'évolution de moins 2 180 344 € des recettes ordinaires est principalement due à quelques facteurs. L'augmentation de la dotation ordinaire, c'est un impact, je l'ai dit, de 2 265 000 €. À la récupération d'une partie des frais du médiateur à charge du Parlement francophone bruxellois, COCOF, l'impact pour nous est de plus 142 000 €. Aux plus-values attendues sur la vente de placements de trésorerie, là on a un impact de moins 550 000 €. Et à la disparition des opérations internes qui font suite à la disparition de toutes les provisions pour pécule et indemnités de départ. L'impact est de moins 4 024 301 €. Le bureau avait décidé de ne plus faire de provisions. Donc il n'y a pas de recettes extraordinaires. Au niveau des dépenses, les dépenses totales sont estimées à 69 541 540, soit 67 621 540 pour les dépenses ordinaires et 1 920 000 € pour les dépenses extraordinaires, ce qui représente une augmentation de 9 366 645 par rapport au budget initial de l'année précédente, soit plus 10 586 645 € pour les dépenses ordinaires et moins 1 220 000 € pour les dépenses extraordinaires. Alors, les dépenses se répartissent en dépenses courantes pour un montant de 52 419 540, qui sont principalement constituées par les indemnités, les salaires et les charges sociales, et en dépenses de capital pour un montant de 15 202 000 € qui recouvre principalement, comme vous le savez, l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour les groupes politiques et évidemment les travaux les travaux de rénovation, d'aménagement, etc., qui seront éventuellement nécessaires. Donc l'augmentation de 10 586 645 des dépenses ordinaires s'explique principalement par l'indexation des indemnités parlementaires pour 101 000 €, les collaborateurs députés groupes moins 33 400 €, le personnel du Parlement plus 895 000 €, il y a les pécules de vacances, il y a la dotation caisse de retraite suite aux élections, moins 617 265. Alors tout ce qui relève des cotisations patronales, plus 92 000 €, les indemnités de départ, moins 2 078 000 €, les initiatives de participation citoyenne, la revue de presse digitalisée Belga pour les députés notamment et les groupes, les frais du médiateur, plus 450 000 €, les frais de prévention, plus 23 000 €, tout ce qui est entretien, réparation, nettoyage du bâtiment, 57 500 €, les frais rue du Lombard 77, les entretiens informatiques, la location Albertine, l'achat du nouveau bâtiment, 12 031 000 à peu près, les travaux tout bâtiment pour 400 000 €, un peu plus de 400 000 €, les travaux du palais, les travaux à l'agence Belfus qui devrait accueillir les bureaux du médiateur, plus 150 000 €, le remplacement des ordinateurs du Parlement,
tout ce qu'on appelle projet PC privé, les moins-values des placements de trésorerie pour un peu moins de 10 000 euros. Alors, le solde budgétaire à financer pour l'année 21 devrait en conséquence se monter à 16 874 862,08 euros, soit 14 954 862,08 pour l'ordinaire et 1 920 000 pour le budget extraordinaire. Je précise et je rassure que la majeure partie de ce solde à financer provient d'une part de la décision du bureau du Parlement de financer sur fonds propres à la fois la prospection et l'achat du nouveau bâtiment pour les groupes politiques pour un montant de 12 500 000 en remplacement, toujours garder ça à l'esprit, des locaux qui sont actuellement loués à l'Albertine, et d'autre part du report en 2021 des projets qui avaient été initialement prévus dans le budget initial 2020. Donc tous ces montants ont donc, et c'est important de le garder à l'esprit, ont donc déjà été financés par la dotation ordinaire de 2020 pour les dépenses ordinaires, avec un impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus 2 050 000 euros. Petit rappel, les dotations extraordinaires antérieures ont également déjà financé le projet du relais postal. C'est ce bâtiment ici au fond du jardin. Et là, c'était une dépense extraordinaire et l'impact est d'1 920 000 euros. Alors, les résultats cumulés des exercices antérieurs permettent donc d'absorber le solde à financer résiduel de 404 862,08 euros pour l'exercice 2021. Ici aussi, vous trouverez la note explicative et les tableaux détaillés concernant cette proposition de budget dans les différents documents qui ont été fournis. Alors, Monsieur le Président, conformément à l'article 128 du règlement du Parlement, je propose à la Commission du budget et du compte d'apurer le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018, de déterminer l'ajustement du budget du Parlement pour l'année budgétaire 2020, de déterminer le budget du Parlement pour l'année budgétaire 2021 et de soumettre l'ajustement du budget 2020 et le budget 2021 à l'approbation de l'Assemblée plénière de notre Parlement. Voilà, Monsieur le Président, l'exposé que je souhaitais faire à cette commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vu qu'il y a en réalité trois points, hein, c'est 2018, 2020, 2021, et qu'il s'agit pour chaque point d'un rapport différent, je vais demander, si vous êtes d'accord, que nous ayons à chaque fois un débat, ou du moins des questions par point. Comme ça, on peut clôturer à chaque fois le rapport pour chaque année et passer au suivant. Et donc, démarrons, si vous êtes d'accord, avec le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018. Y a-t-il des questions ou des remarques ou autres par rapport à ce point-là? Madame Bertrand, puis Monsieur Deboc. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais quelques remarques très ponctuelles et un peu techniques, mais ça concerne les recommandations de la Cour des comptes. Donc d'abord, en matière de comptabilité générale, la Cour avait indiqué que lorsque le montant des indemnités de départ est établi, l'intégralité de la provision doit être reprise et la dette certaine doit être actée au bilan. On a l'impression, en lisant les documents, que la recommandation a été prise en compte par le Bureau du Parlement durant l'année 2020. Oui, pardon, là je suis à l'année 2020, mais c'est une recommandation qui avait déjà été faite au 31 décembre 2018. Est-ce que vous pouvez confirmer? Deuxième question concerne le contrôle interne. Est-ce qu'une procédure de contrôle interne a pu voir le jour, même si nous comprenons, vu le cadre des ressources humaines, qu'un protocole standard est difficilement applicable en la matière? Et puis, dernière question, est-ce qu'une meilleure distinction des rôles entre le comptable et l'ordonnateur a été réalisée? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, toujours sur l'année budgétaire 2018, hein, sur le compte 2018, s'il vous plaît. Mais peut-être l'autre question? Oui, on prend un tour. Je sais que M. Deboc avait une question. Voilà, est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est une question, en fait, quant au respect de la nouvelle ordonnance sur le cumul des rémunérations. Est-ce que donc on vérifie bien, et notamment pour les indemnités parlementaires et le cumul de celles-ci avec d'autres rémunérations, que l'on ne dépasse pas le plafond de rémunération qu'a imposé le législateur? Je dis cela parce que les indemnités parlementaires donc, sont des revenus, ils doivent être déclarés fiscalement comme tels, et je ne voudrais pas que, évidemment, le cumul de celles-ci avec
d'autres rémunérations professionnelles ne soient pas vérifiées. Et donc, voilà, je voulais vous entendre à ce sujet et m'assurer que tout était bien en ordre. Merci beaucoup, Monsieur Deboc. Est-ce que dans la salle, je ne vois pas, et en visioconférence, il me semble non plus, hein. Ok, si jamais on vérifiera sur le chat. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà... Ah oui, M. Moussine. Très courte. En fait, c'est une question de clarification. Le suivi de l'avis de la Cour des comptes, lorsqu'il y a des choses qui doivent être mises en œuvre, est-ce que c'est assuré par le bureau ou est-ce c'est pour avoir une clarification de notre rôle? Voilà. Ok, je ne vois plus d'autres questions. Voilà, Monsieur le Président, ou qui veut. Alors, juste la dernière question sur le suivi des recommandations. Ça, c'est évidemment le bureau qui est chargé de cette compétence. Sur le contrôle interne et sur les indemnités, peut-être donner la parole à Monsieur Schintz, peut-être qu'il peut dire un mot sur les remarques de la Cour, notamment, puisqu'on a eu cette discussion au bureau également. Comme expliqué dans les réponses que les services ont fournies au rapport de la Cour, vu le décalage du contrôle, en 2018, nous n'avons pas pu adopter nos comptes parce que les décisions du bureau en la matière ont été prises en 2019. Mais il avait bien été pris comme décision, et cela apparaît maintenant dans les nouveaux budgets, qu'on ne procède plus à la création de provisions pour les indemnités de départ. On acte les droits constatés. Mais pour acter des droits constatés, il faut que l'on puisse identifier les bénéficiaires. On n'a pu le faire qu'après le résultat des élections de 2019. Donc c'est dans les comptes de 2019 que nous avons les droits constatés qui apparaissent pour la première fois. Bien entendu, ils sont défaillants, ils sont absents en 2018, puisque inconnus. Donc jusque-là, la Cour nous donne une remarque, mais comprend que le Parlement évolue et que nous avons pris les mesures adéquates dans les comptes successifs après 2018. Donc c'est un rappel à l'ordre, mais les réponses fournies par les services satisfont la Cour. En matière de contrôle interne, donc là, il y a toujours un débat entre la Cour et le Parlement. Nous avons des structures légères au niveau du personnel qui ne nous permettent pas de déployer tout le contrôle interne que l'on pourrait espérer au niveau d'une structure plus large. En matière de contrôle interne, ce qu'il faut savoir, c'est que, quelque part, ça s'appelle maintenant un peu la gestion du risque. Donc, comment peut-on, nous autres, répondre aux demandes de la Cour? Eh bien, c'est d'abord, ça semble peut-être paradoxal, mais de déterminer les missions du Parlement, les valeurs du Parlement, ce qui a été fait par le Bureau sur proposition du service des ressources humaines. Sur base de ces valeurs du Parlement, on peut articuler un contrôle ou une gestion du risque. On peut le faire également lorsque l'on sait, bêtement, qui fait quoi au sein du Parlement. Je parle bien sûr des services. C'est possible maintenant, puisque les services des ressources humaines ont développé aussi des descriptions de fonctions précises, ce qui répond aussi à une crainte de la Cour de savoir quels sont les intervenants, quelles sont leurs compétences, quelle est la hiérarchie responsable. Ensuite, très récemment, vous avez approuvé une nouvelle procédure de dépenses. Cette procédure permettait de définir, et là on répond également à la question de Mme Bertrand, on pouvait définir les rôles, repréciser les rôles des intervenants au niveau des procédures de dépenses et par exemple de définir le rôle du comptable trésorier, ce qui était une demande de la Cour, de scinder les fonctions, de scinder les rôles et les actions. Donc, cette procédure est un pas dans la bonne direction. Maintenant, toute mesure que nous prenons laisse un risque résiduel. Et le but du contrôle interne, c'est de toujours aller rechercher ce risque résiduel et de le réexaminer, ce qui est en cours. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons répondre partiellement aux demandes de la Cour, mais que nous sommes dans un processus évolutif et aller toujours plus loin.
ce qui est la démarche retenue par les services. Et par exemple, à la fois la procédure des dépenses approuvée par le bureau et les structures de fonctionnement comptable et budgétaire approuvées par le précédent bureau ont défini le rôle des ordonnateurs et des comptables trésoriers en attribuant le rôle de comptable trésorier à une fonction, pas à une personne, une fonction. Donc, nous garantissons par là aussi la pérennité du rôle. Et tout ça a été approuvé par le bureau. Voilà comment nous essayons de répondre aux attentes de la Cour. Et nous pourrons voir, par exemple pour le compte 2019, que la Cour va nous formuler de nouveau la même remarque, mais va recevoir en réponse les actions prises en 2020. Et donc en tiendra compte, comme pour le compte 2018, elle a tenu compte de mesures prises en 2019 par le bureau et les services. Voilà. Merci, Monsieur Schintz. Voilà, Monsieur le Président, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ou il en restait? Ah oui, celle de Monsieur Debock sur les indemnités, est-ce qu'on est sûr que... Bon, à la réponse de M. Debock sur le contrôle des plafonds de rémunération, je peux vous dire que les services du Parlement collaborent bien sûr avec les services, le greffe de la Cour des comptes sur les problèmes de déclaration des rémunérations liées à l'exercice des mandats parlementaires et les services via la cellule transparence des rémunérations vérifient aussi l'application de l'ordonnance régionale en cette matière. Donc, effectivement, il y a une intervention des services à ces deux niveaux. D'une part, le niveau Cour des comptes et d'autre part, l'application de l'ordonnance régionale votée par le Parlement bruxellois. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? J'essaie toujours de revenir sur 2018, mais je sens que c'est difficile. Mais c'est pas grave. Dans la salle, non? Ok, alors je propose, si on a pu épuiser en tout cas 2018, que l'on passe au vote pour le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018. Ah, on doit faire l'appel aux personnes votantes, oui. Donc si vous pouvez allumer votre caméra, mais je vois que tout le monde allume. Donc pour le groupe PS, j'ai M. Casier, M. Chaït, M. Denmez. Pour le groupe Écolo, j'ai M. Moussine, mais je ne vois pas Mme Genot, ou alors je me trompe. Parlez bien de votre nom. Mme de Radiguez, peut-être, va voter? Quelqu'un peut me dire chez Écolo qui va voter? Je vois Mme de Radiguez. Parlez bien devant le micro, comme ça ils vous entendent. Madame de Radiguez, vous êtes là? Continuez. Alors pour le groupe Défi, pour le groupe MR, donc j'ai Mme Bertrand et M. Lester. Pour le groupe Défi, j'ai M. Debock, mais M. Magdalene s'est excusé. Est-ce que quelqu'un le remplace au vote? Je ne vois pas de remplacement. M. Debock, est-ce que quelqu'un remplace monsieur? Non. M. Debock, il lève la main. Il n'y aura qu'un seul. M. Debock lève la main. Oui. Je suis là. Je suis là. Est-ce que vous remplacez? Est-ce que quelqu'un remplace M. Magdalene? Oui, je remplace M. Magdalene s'il n'est pas là. Mais vous ne pouvez mettre qu'un vote, donc voilà. Donc il n'y a personne. Okay. Pour le groupe PTB, je vois M. Obolensky, mais je ne vois pas M. Van Il est malade, Jacques. Il va fournir certainement un certificat, donc je le remplace. Ok. Alors, pour le groupe pour le groupe CDH, je ne vois pas M. de Beukelard. Non. Monsieur de Beukelard? Ah, si je... Son nom Non, il est là, mais il n'apparaît pas. Monsieur de Beukelard. Ah oui, il est là. Je le vois présent, mais il n'apparaît pas. Pour le groupe Groen, M. Verstraat, normalement est membre, et son suppléant, Mme Sophie-Houssen. Monsieur Moreno est là. Oui. Meneer Ponget, ik zal mijn collega's vervangen. Ze waren vandaag niet beschikbaar voor deze commissie, dus ik zal voor groen stemmen. En u bent geen lid van het bureau? Ah oui, il est membre du bureau, il ne peut pas donc. Als u lid bent van het bureau, mag u niet stemmen. Dus enkel de... Ah ja, juist. U heeft gelijk. Ik zal contact opnemen met mijn collega's om te zien of zij kunnen stemmen.
Donc Marc-Jean non plus, Gilles non plus. Non, mais pour le PSG, ce qui me faut, Guy non plus. N-VA-fractie mevrouw Van Achter stemt ter vervanging van meneer Van den Borre. En Open VLD, meneer Van Engel mag ook dus niet stemmen. Nogmaals mevrouw Carla de Jonge lid af. Mevrouw Zamroe is daar. Ik ben daar. Als u wil, kan ik stemmen. Meneer Ponge, mevrouw Hoesen is hier naast mij. Ze zal gewoon even voor de camera komen om voor te stemmen. Ze is hier in het andere bureau. Okay? Et je vois entre-temps que madame Genot est arrivée. Mais elle ne peut pas voter. Elle ne peut pas voter. Si, madame Genot peut voter. Ah. Elle est membre du bureau. Ah non, elle ne peut pas, désolé. J'ai essayé. Hein. Oui, est indiqué, mais c'est vrai, elle a remplacé madame de Radiguez, donc c'est madame de Radiguez qui doit voter. Barbara? Non. Oui, je suis là. Ah ben voilà, parfait. Moi, je suis là aussi, hein, Monsieur le Président, de Beuquelard. Ah, Monsieur de Beuquelard est là. Parfait. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 votants. Parfait. On peut procéder au vote alors pour le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2018. Oui. Qui vote pour? D'abord dans la salle peut-être. 1, 2, 3, 4 dans la salle. Dans la salle. Qui est-ce qui... Alors, madame de Radiguez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12. Non, madame Genot. Monsieur de Beuquelard, vous votez? Oui, je vote pour, pardon. Ah, il vote pour. Donc, qui est-ce qui... Il y a monsieur Bolensky. Qui vote contre alors? Qui vote contre? Je vois personne. Hein. Non, David, il y a l'abstention aussi comme troisième option. J'arrive avec l'abstention après. Qu'est-ce qu'elle fait, madame Bertrand? Elle vote pour ou pas? Je n'ai pas compris. Elle a voté pour, hein, madame Bertrand. Oui. Et donc, monsieur Bolensky s'abstient? Et qui s'abstient, monsieur Bolensky? Voilà. Une abstention. C'est tout. OK. Alors maintenant, on passe à la proposition d'ajustement du budget du Parlement pour l'année budgétaire 2020. On doit aussi désigner un rapporteur. Non, parce que le rapporteur a été désigné pour l'ensemble. Pour l'ensemble? Le rapporteur est pour l'ensemble? Que le rapporteur... D'accord. Et donc, on propose de faire un débat conjoint, parce qu'il y a un seul rapport sur ce sujet-là, monsieur le Président. Alors, y a-t-il des questions pour 2020 et 2021? Excusez-moi, Monsieur le Président, Oui. juste une remarque. Le fait que Madame Genot soit indiquée comme membre de la commission, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier et faire un vote pour la composition comme vous l'avez... Non, ce n'est pas nécessaire? Ok. La composition devrait être modifiée. Non, du tout. Il y a des suppléants. Le groupe écolo dispose de plusieurs suppléants. Madame Lecoq, Monsieur Pitzens, Monsieur Tristan. Radiguez, en tant que chef de groupe faisant fonction, se donne elle-même le droit de voter. D'accord. Donc il faudra seulement qu'en séance plénière, on acte donc le remplacement, parce qu'effectivement... Voilà. OK. Y a-t-il des questions pour 2020 et 2021? Ah oui, madame Van Achter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb niet echt een vraag, maar ik heb meer een opmerking die wij... als dat mag, om onze stemverklaring eigenlijk te doen, dan doe ik dat meteen. Het is eigenlijk dezelfde opmerking die wij ook vorig jaar al gemaakt hebben. Dat is dat we ons gaan onthouden, niet dat we niet akkoord zijn met de begroting, maar we denken dat het echt nodig is om eens goed het personeelstatuut te herbekijken. We hebben nog altijd in ons personeelstatuut een systeem van brugpensioen, terwijl we dat al heel wat sectoren in de maatschappij eigenlijk vragen om dat niet meer te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwijs en zo verder. Dus ik denk wat dat in andere sectoren kan, evengoed moet kunnen in ons parlement. En bij deze denk ik dat we die oefening moeten maken. En dat is geen makkelijke oefening, dat snap ik, maar we moeten een oefening maken voor de toekomst. En dus zolang dat die oefening niet afgerond is, dat we naar een modern personeelstatuut gaan, dan denk ik gaan wij ons onthouden. Maar voor de rest staan we er natuurlijk wel achter. Bedankt voor die opmerking, mevrouw Van Achter. Zijn er andere opmerkingen of vragen? Y a-t-il d'autres questions pour 2020 et 2021? Je ne pense pas. Ah si, monsieur Moussine.
Enfin, ce serait des éléments de clarification par rapport au débat qu'on avait eu l'année passée. Je pense qu'il avait été proposé qu'un plan stratégique de 10 ans soit fait pour qu'on ait une planification des dépenses, et ce qui permettrait d'avoir une bonne vision. On avait eu un long débat sur, par exemple, le volet sécurisation du Parlement, et on avait du mal à se projeter. Donc je trouve que cette idée qui avait été portée par Monsieur le Président du Parlement était une bonne idée. La deuxième était que nous avions demandé que la liste des parlementaires qui avaient une indemnité de sortie pour 2019, mais c'est vrai aussi pour 2020, on aurait souhaité que ce soit annexé au budget. Je pense que c'est un point de transparence qu'on avait soulevé, qui avait été accepté, et je constate en fait que ça n'a pas été fait. Donc je reformule la demande. Ça nous permet d'avoir une vision claire. Et puis, il y avait une préoccupation qui avait été soulevée par M. De Bock à un moment sur la question justement des indemnités de sortie et le cumul avec un autre mandat. Et il avait été proposé par M. le Président Madran que les services vérifient si cette limitation concerne les députés bruxellois qui sont sortis de charge. Et donc, j'aurais souhaité savoir si ce travail des services a été effectué. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moussine, pour votre remarque. Alors, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, elle n'est pas encore effective, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai imposé à la direction actuelle que ça se fasse pour le futur. Donc, j'espère pouvoir vous dire que l'année prochaine, on l'aura, mais en tout cas, je l'ai demandé à la direction, notamment infra et logistique. Ce qui concerne les indemnités de sortie, c'est vrai qu'on avait eu un cas, si je me souviens bien, mais là, il me semble qu'on a fait les vérifications pour voir de mémoire, je ne sais plus. On avait eu un cas comme ça, c'était une députée qui sortait, qui redevenait bourgmestre. Mais comme il n'y avait pas... Oui, c'est ça. Et comme, je ne voulais pas citer le nom, mais comme il n'y avait pas d'incompatibilité, me semble-t-il, je ne sais pas s'il fallait changer l'ordonnance ou pas, je ne sais plus. On n'a pas modifié, en tout cas, cette incompatibilité, si le Parlement souhaite... Mais ce que je souhaiterais, c'est que la proposition que vous aviez faite l'année passée, c'est-à-dire de faire une note pour s'assurer que ce que disait M. De Bock est juste ou faux, voilà, on aimerait vraiment, là, avoir une clarification, lui affirmer que ce n'était pas cumulable. Moi, je l'ignore, mais on ne peut pas ne pas avoir une clarification sur ce point-là. À ce stade, aujourd'hui, en l'état de la législation, régionale ou autre d'ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité entre une indemnité de sortie et une fonction dans un exécutif local. La question, ce n'est pas l'incompatibilité, c'est le plafond de 150%. C'était ça qui faisait sujet. Donc voilà, si on pouvait avoir... L'indemnité n'est pas un salaire, l'indemnité de sortie n'est pas considérée comme un salaire. Mais je me tourne vers le greffier s'il a d'autres éléments. J'entends bien, mais il y avait une demande de faire une note. Si on pouvait avoir une note écrite qui nous dit c'est pas le cas, les services le font. Moi, j'ai pas de souci, je fais confiance aux services, mais je pense que sinon, ça va revenir. Monsieur le Président, juste pour ce que je suis cité, je ne voudrais pas qu'on interprète mal ce que j'ai dit l'année passée. Donc, la question était celle du cumul financier, non pas de la fonction, mais du cumul financier, effectivement, d'une indemnité de départ avec d'autres rémunérations. L'ordonnance, telle qu'elle a été votée par les secteurs, impose que l'on ne dépasse pas, c'est valable pour toutes les fonctions politiques que nous connaissons, mais c'est également valable pour tout ce qui est rémunération ou autre avantage en nature, ce qui peut être compris dedans, qui provient d'une ASBL, par exemple, publique. Je pense que, par exemple, le Parlement n'est pas une ASBL, mais en l'occurrence, c'est un organisme public, posé majoritairement de l'argent public, et à cet égard, elle rentre bien dans le périmètre de consolidation par rapport au plafonnement du revenu. Donc, pour moi, il est évident qu'une indemnité de départ peut être cumulée avec toute autre rémunération publique jusqu'au plafond de 150%. Et donc, il ne s'agit pas de devoir dépasser ce plafond. On ne peut pas, pour moi, dépasser ce plafond. Et là, on avait une divergence, puisque, si je me souviens bien, le service estimait qu'on pouvait dépasser le plafond. Mais voilà. Et donc, moi, je voudrais juste, effectivement, avoir la réponse. C'était le sens de ma première question que j'avais posée. C'est évidemment de s'assurer que l'on ne dépasse pas le plafond de 150% et qu'on applique strictement
l'ordonnance, en ce compris à notre Parlement par rapport aux questions des indemnités de sortie, qui doivent être déclarées par ailleurs dans le même code professionnel que les députés actuels. C'est pas par exemple des revenus mobiliers, c'est des revenus professionnels. Donc, voilà. C'est une chose, Monsieur Debock, la seule chose, et je réponds en même temps à Monsieur Moussine, quand un député perçoit son indemnité de départ, il n'est plus député. Il n'a plus le statut de député, il reçoit une indemnité de départ comme député sortant qui n'a pas été réélu. S'il occupe à ce moment-là une fonction exécutive, par exemple dans un collège, que ce soit bourgmestre ou échevin, à ce moment-là, c'est le secrétaire, et là il a un mandat dans un exécutif, et donc c'est le secrétaire communal de l'autorité locale qui a alors à ce moment-là la mission de vérifier que l'échevin ou le bourgmestre en l'occurrence ne dépasse pas l'indemnité de 150%. Enfin le plafond en tout cas de 150%. Si je peux me permettre, Président. Oui, c'est Monsieur. Oui. Si je peux me permettre, je voudrais d'abord confirmer ce que Monsieur Madran vient de dire, puisque par exemple pour ma personne, dès que je suis devenu bourgmestre, il y a eu un contact entre le secrétaire communal de ma commune et le Parlement bruxellois pour veiller à ce que les 150% soient bien respectés. Mais je voudrais qu'on aille dans le sens de M. Moussine et je voudrais savoir si le greffe peut nous faire effectivement une note qui indique clairement ou pas que les indemnités de sortie sont reprises dans le plafonnement des 150%, puisque je rappelle que ce débat qui a eu lieu l'année passée s'inscrivait aussi à un moment donné dans tout le débat sur la question du statut du parlementaire, une fois qu'il n'est plus parlementaire. Et donc, effectivement, moi je suis intéressé par la demande de M. Moussine d'avoir une note qui dit clairement, voilà, en fonction de l'ordonnance actuelle, est-ce que des indemnités de sortie font partie des 150% ou pas? Je pense que ça clarifierait la situation. Ouais. On va faire l'exercice et on transmettra Monsieur le Président, je pense qu'il y a un problème, c'est que le Parlement, enfin, les services du Parlement, c'est difficile pour eux d'interpréter la loi que nous avons faite. C'est un peu particulier quelque part. Je pense que tous ceux qui l'ont voté savent exactement si c'est ou pas dans le périmètre. La réponse est là assez simple, c'est oui. Je vais demander peut-être une consultation juridique pour le coup. Par contre, votre réponse, moi je l'entends. Et effectivement, on ne doit peut-être pas se la poser dès lors que ce n'est pas à nous à faire le contrôle. J'ai entendu votre réponse. Et je n'ai pas de souci avec votre réponse. Puisque si c'est celle-là, et que nous ne devons pas faire ce contrôle pour les élus sortants, eh bien c'est effectivement aux autorités locales qui cumuleraient avec une autre rémunération à vérifier effectivement l'application de ce plafond. Et la loi est tout à fait respectée à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on a entendu le besoin d'une note clarificatrice, une sorte de circulaire en fait. Si on est d'accord pour qu'une note soit faite et communiquée, voilà. Parce que je n'ai pas compris la dernière intervention, donc si on est d'accord là-dessus, c'est parfait. Parfait, j'entends que note sera faite. Merci. Y a-t-il, je crois que meneer Kennis wou tussen komen, denk ik. Ja, dank u meneer de voorzitter. Het ging niet zozeer over het statuut van de parlementsleden, hoewel ik het een interessante discussie vind en ik denk dat we die zeker moeten voeren. Het ging mij meer om het ondersteunen van het budget van het parlement in de zin dat er ook effectief budget wordt uitgetrokken voor de gemengde commissies en andere initiatieven om burgers in het parlement te betrekken. Ik denk dat dat een goede zaak is en dat we dat mogelijk in de toekomst verder moeten laten evolueren. In functie van de noden van de bevolking. Oké. Opmerking die ik had. Dank u wel. Bedankt, meneer Kennis. Y a-t-il d'autres questions pour 20 et 21? Je ne vois pas dans la salle et je ne pense pas le voir non plus. Non. Ok, alors je propose de passer au vote. D'abord pour la proposition d'ajustement du budget du Parlement pour l'année budgétaire 2020, mais le secrétaire veut d'abord toujours ajouter un petit truc, hein, ça je vois bien. Non, mais au niveau des votes, M. Greffier a raison, c'est que Mme de Radiguet, c'était membre du bureau l'année passée, donc elle ne peut pas voter. Donc en effet, il y a incompatibilité également. Donc voilà. Expliqué dans le règlement, il est mis que le député qui a siégé comme membre du bureau ne peut pas voter l'année qui suit la fin de son mandat, il ne peut pas voter. C'est logique. C'est l'article 128. Non, hein?
On a le quorum, hein? Non, bien sûr que non. Non, c'est donc bon. j'avais bien enregistré 12 votes la fois passée, donc 3 pour le groupe PS, 1 pour le groupe Écolo du coup, 2 pour le groupe MR, 1 pour le groupe Défi, 1 pour le groupe PTB, 1 CDH, 1 NVA, 1 VLD et un Groen que je n'avais pas vu, c'était Madame Houssen. Donc le compte est bon, c'était bien 12 votants. Donc on peut passer au vote pour 2020, moyennant malheureusement beaucoup d'écolos qui ne peuvent pas, je suis désolé. Voilà, qui vote? Mais on est là, oui, on entend. On ne peut pas voter, mais on est là. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Qui vote pour? Alors, pour l'ajustement 2020. Hein. Donc je vois en salle tout le monde. Non, 2. J'en vois 2 en salle et sur notre écran, Monsieur De Bocquevaux pour, Monsieur Chaït, Madame Bertrand, Monsieur Verstraeten, Monsieur De Beukelaar pour, Monsieur Haïdar, non il ne peut pas, et Madame Zamouri, Monsieur Casier, oui. C'est bon. Ouais. Moi je vote pour, oui, bien vu. Ok, qui s'abstient? Madame Van Achter, Mevrouw Van Achter, meneer De... Non, De Bock. Meneer De Bock, non, je ne pense pas qu'il s'abstient. Je pense que Monsieur Obolensky, non? Monsieur Obolensky? Non, il ne s'abstient pas. Je vote contre, Monsieur Lester. D'accord. Ok, donc on a une abstention, Madame Van Achter. Et qui vote contre alors? Monsieur Obolensky. Non, Monsieur De Bock, vous voulez dire quelque chose ou peut-être... Non, je ne sais pas ce qui se passe avec Monsieur De Bock. On a perdu Monsieur De Bock. Il n'a pas de retour. Voilà. Il veut voter contre Monsieur Emmanuel De Bock. Nee. Voilà. Mevrouw Van Achter, u heeft al opmerkingen gegeven. Ja, oké, perfect. On va donc passer alors maintenant à la proposition, donc le vote sur la proposition du budget du Parlement pour l'année budgétaire 2021. Est-ce que je peux faire ce que vous faites des fois, à savoir est-ce que c'est le même vote? Je peux faire ça, je vous vois des fois faire ça, ça a l'air très très bien cette démarche-là. Est-ce que c'est le même vote? Oui, je crois comprendre que c'est le même vote. Oui. Parfait. Voilà. Ceci clôture, je pense, nos débats. Ah, Monsieur Moussine. PTB vote contre, je pense. Oui. C'est juste pour remercier les services. Oui, absolument. Merci, Ahmed. Merci beaucoup. Merci pour eux. Merci.